Fermez les yeux un instant et prêtez-moi attention comme quelqu'un qui colle son oreille contre une vieille porte. Je vous promets quelque chose de viscéral. Si vous restez ici, vous sentirez le monde grincer de l'intérieur, comme si un mécanisme secret était sur le point de se déclencher et de s'ouvrir. Ce n'est pas une métaphore vide de sens. Il y a un point de basculement qui ne se produit pas à l'extérieur, mais dans ta peau, dans ton souffle, dans l'intervalle entre une pensée et une autre. Si tu acceptes de franchir ce seuil, la réalité qui te semblait continue et opaque te montrera ses coutures, ses raccords, ses faux finis. Tu te rendras compte qu'il y a toujours eu une fissure au fond de ton regard qui t'invitait à plonger plus profondément, comme quelqu'un qui retourne dans la maison de son enfance et découvre soudain une pièce qui n'avait jamais été ouverte. C'est dans cette pièce, silencieuse, épaisse, chargée d'humidité et de souvenirs, que réside la première clé. Tout est dans l'esprit, non pas comme un slogan, mais comme une blessure et une merveille. Le principe du mentalisme ne vous demande pas de la foi. Il vous demande le courage de reconnaître que, sous le bruit du quotidien, il existe un chant vivant et vibrant qui répond à ce que vous pensez, ressentez et imaginez. L'avez-vous déjà remarqué ? Il y a des jours où le monde semble conspirer en votre faveur, non pas parce que la circulation s'est améliorée ou que votre patron s'est montré généreux, mais parce que quelque chose en vous s'est aligné et que toute la ville a pris une autre température. D'autres fois, la même rue, la même table, la même tasse vous semblent amères et vous jureriez que cela vient de l'extérieur, alors qu'en réalité, c'est un miroir qui reflète votre découragement. Georges Gurdjieff, dont la voix résonne comme une cloche qui secoue le sommeil des eaux, disait que l'homme ne se souvient pas de lui-même. Ne pas se souvenir de soi, c'est vivre à la dérive dans l'océan mental des autres, enlevé par des impulsions, des croyances étrangères, des souvenirs qui n'ont pas été digérés. Se souvenir de soi est le premier geste de souveraineté. C'est rassembler son attention et l'allumer de l'intérieur, comme quelqu'un qui revient habiter son propre corps après des années loin de chez lui. Peut-être que votre esprit résiste, c'est du romantisme spirituel. Mais observez le quotidien avec un regard scientifique et vous verrez que, à l'échelle microscopique, rien n'est solide. Il existe un théâtre de probabilités qui attend le regard de l'observateur pour prendre forme. Lorsque vous regardez, vous participez. Lorsque vous participez, vous façonnez. Et lorsque vous façonnez, vous devenez responsable. Le mot « responsabilité » pèse lourd, je le sais. Il évoque la discipline, les coupes douloureuses, les choix qui exigent un deuil. Mais c'est lui qui permet de passer du rôle de victime à celui d'auteur. Et c'est là que réside le malaise. Si tout est dans l'esprit, les scénarios qui se répètent, les disputes prévisibles, les humiliations répétitives, la panique avant de s'endormir, ne sont pas de simples fatalités. Ce sont des dessins intérieurs qui insistent pour être vus, redessinés, brûlés et refaits. C'est difficile à admettre. C'est libérateur à admettre. Gurdjieff parlait du travail sur soi comme de quelqu'un qui parle d'un art dangereux. Ce n'est pas un passe-temps, ce n'est pas un parfum du dimanche. C'est une menuiserie intime. Vous vous voyez assis à l'établi, le bois, les outils, l'odeur de la poussière dans l'air, et vous comprenez que les structures qui soutiennent votre vie ont été érigées à la hâte, avec des clous tordus, pour maintenir debout ce qui avait besoin d'être démoli et refondé. Le mentalisme vous donne un marteau qui ne frappe pas le mur extérieur, mais la poutre invisible de vos croyances. Chaque coup est une question. Qui en fait pense à moi quand je pense? D'où vient la voix qui me traite d'insuffisant? Combien de mes désirs sont des défenses déguisées? Ne vous effrayez pas si la première réponse est le silence. Beaucoup de vérités arrivent muettes, et c'est dans le silence qu'elles prennent corps. Vous aurez peut-être peur de perdre pied. C'est compréhensible. Il y a une étrange sécurité à souffrir de la même manière familière. Il y a une solidarité morbide à répéter le drame que nous avons appris à la maison. Mais le mentalisme ne vous demande pas de mépriser la douleur. Il vous invite à l'écouter d'une autre manière. La douleur ici devient une boussole. L'embarras que vous évitez
L'invitation que vous refusez, la conversation que vous repoussez, chaque chose vous interpelle comme les planches d'un navire qui craque pour vous avertir de la tempête. Si tout commence dans l'esprit, alors la tempête n'est pas une ennemie, c'est le vent qui révèle si les voiles ont été attachés avec soin. Vous pouvez continuer à vous cacher dans la cale en buvant le reste d'une bouteille d'explication bon marché. Ou vous pouvez monter sur le pont, ouvrir votre cœur et dire à la mer « Je vois ce que j'évite. J'accepte ce que je suis. J'apprends à traverser. » Vous vous demandez peut-être maintenant comment commencer. Commencez par l'évidence qui n'est jamais mise en pratique. Observez, non pas comme quelqu'un qui juge, mais comme quelqu'un qui pèse de l'or. Asseyez-vous en milieu d'après-midi, fermez les yeux et suivez le rythme de vos pensées comme quelqu'un qui écoute des pas dans un couloir. Remarquez d'où elles viennent, où elles vous entraînent, comment elles disparaissent lorsque vous les remarquez. Si une pensée est un animal farouche, l'attention est la main tendue, ferme et patiente. Vous ne la poursuivez pas, vous restez. Au début, tout semblera chaotique, comme un marché libre mental, avec des cris et des voix qui se chevauchent. Peu à peu, un espace apparaît entre vous et le bruit, un intervalle respirable où une question peut s'insérer. Et c'est dans cet intervalle que quelque chose d'absolument nouveau peut entrer. Vous serez peut-être tenté de collectionner des techniques, des applications, des promesses instantanées. Attention, le mentalisme n'est pas un tour de passe-passe, c'est un art lent. Tout art véritable exige des renoncements. Renoncer à plaire à tout le monde, à agir pour être vu, à gonfler des performances vides. Il exige une éthique de l'attention. Dormir avant que la fatigue ne vous accable, manger avant que la faim ne vous réduise, se taire quand l'impulsion demande une réponse immédiate. Il exige de se souvenir de soi au milieu du trafic avant d'envoyer cet email alors que la poitrine se serre d'envie. C'est sur ce terrain ordinaire et répétitif que l'esprit apprend à obéir à une lucidité plus profonde. Non pas l'anxiété de l'approbation, mais l'axe silencieux de celui qui sait ce qu'il fait ici. Vous pouvez avoir l'impression que tout cela est trop beau pour tenir dans le poids des factures, du travail, des enfants, du corps qui faiblit. Je ne promets pas de soulagement magique. Je promets autre chose, plus grand et plus dur. Je promets que si vous persévérez dans ce retour à vous-même, les mêmes circonstances prendront des contours que vous ne pouvez pas atteindre aujourd'hui. Ce qui semblait être le destin se révélera être une habitude. Ce qui semblait être de la malchance se révélera être une distraction. Ce qui semblait être une punition sera peut-être un appel. Et surtout, vous cesserez d'être simplement quelqu'un qui ressent, pour devenir quelqu'un qui sait qu'il ressent. Ce déplacement millimétrique change tout. La différence entre un prisonnier et un fugitif peut tenir dans un centimètre de conscience. Au fond, le mentalisme concerne moins le pouvoir que la responsabilité amoureuse. C'est se dire à soi-même, sans pitié et sans cruauté, « Je participe. Je participe à ma façon de voir, de me parler, d'écouter ceux qui m'aiment, de nourrir mes rancunes, de danser avec le temps. Je participe quand je prends conscience que je me lasse de répéter et que je choisis autre chose. » Gurdjieff, encore une fois, nous fait signe de loin. Le souvenir de soi n'est pas une technique que l'on possède. C'est un état que l'on visite 1000 fois, jusqu'à ce qu'il commence à vous visiter. Lorsque cela se produit, la vie ordinaire, faire la vaisselle, lasser ses chaussures, traverser la rue, devient le laboratoire d'un miracle discret, celui d'être présent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous ressentez peut-être une vibration quelque part dans votre poitrine, le pressentiment que quelque chose vient de se mettre en place à l'intérieur, un vieux pieu arraché du sol. Ne fuyez pas, laissez ce vide respirer. Il y a de la place pour du nouveau. Mais ne vous précipitez pas pour le remplir de distractions. Gardez la question allumée comme une lampe dans l'obscurité. Si tout est dans l'esprit, si je participe à l'intrigue, si le souvenir de moi-même est la clé, que vais-je faire exactement de la prochaine pensée qui va naître maintenant? Avez-vous déjà remarqué à quel point la vie semble nous renvoyer exactement ce que nous portons en nous? Il y a des jours où nous nous réveillons avec une sérénité inexplicable et où, soudain,
Tout semble coopérer. La circulation est fluide. Quelqu'un d'inattendu nous traite avec gentillesse. Même le petit déjeuner a un autre goût. Mais il y a aussi des jours où nous nous réveillons lourds, traînant un silence sombre dont nous ne comprenons même pas d'où il vient. Et alors, le monde semble conspirer dans une autre direction. Le regard noir d'un collègue, le téléphone portable qui n'arrête pas de se bloquer, la file d'attente qui prend plus de temps qu'elle ne le devrait. Rien de tout cela n'arrive par hasard. Ce qui est en nous se répercute à l'extérieur, comme si l'univers était un immense miroir, renvoyant les formes de ce que nous cachons dans notre esprit et dans notre cœur. C'est le principe de correspondance. Ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Ce qui est en haut est en bas. Ce n'est pas seulement une belle phrase tirée d'un vieux livre. C'est un rappel dérangeant que chaque émotion, chaque pensée non vécue jusqu'au bout, chaque croyance que nous portons sans la remettre en question, tout cela se projette dans le décor qui nous entoure. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, parfois, les mêmes situations se répètent dans votre vie, presque comme un disque rayé, une relation qui se termine toujours de la même manière, un patron qui répète le schéma du précédent, une sensation de tourner en rond sans trouver d'issue. Ce n'est peut-être pas seulement le monde extérieur qui vous joue des tours, c'est peut-être le reflet de quelque chose de non résolu en vous. Imaginez une femme de 50 ans qui a passé une grande partie de sa vie à s'occuper des autres, ses enfants, son mari, ses parents âgés. En regardant vers l'extérieur, elle a le sentiment que le monde est ingrat, que son dévouement n'est jamais reconnu. Mais lorsqu'elle regarde à l'intérieur d'elle-même, elle perçoit un schéma encore plus profond. Elle-même n'a jamais appris à se reconnaître. Elle a grandi en entendant qu'elle devait être utile, servir, se sacrifier pour mériter l'amour. Ce miroir intérieur, plein d'exigences, se projette dans le monde sous la forme de personnes qui exigent, aspirent, ne remercient pas. Ce n'est que lorsqu'elle décide petit à petit de dire « j'existe », j'ai de l'importance, que le reflet commence à changer. Ce n'est pas magique, cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais chaque fois qu'elle se regarde dans le miroir de la vie, quelque chose de nouveau commence à apparaître. Des invitations différentes, des amitiés plus légères, même son attitude face au monde se transforme. L'univers n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la correspondance entre l'intérieur et l'extérieur. Pensez également à un homme de 60 ans qui a passé toute sa vie à croire qu'il devait être fort, toujours ferme, ne jamais montrer de faiblesse. Il a vécu en ravalant ses larmes, en dissimulant ses pertes, en supportant des silences pesants. Lorsque sa femme est décédée, il s'est retrouvé seul et a commencé à voir le monde comme froid, hostile, dépourvu d'affection. Mais la plus grande hostilité était en lui. Le refus de se permettre de ressentir, l'interdiction de pleurer, l'emprisonnement de devoir toujours être invincible. Le monde ne lui renvoyait que ce même modèle de dureté, jusqu'à ce qu'un après-midi, il décide de s'ouvrir, ne serait-ce qu'à une simple photo jaunie du couple dans le salon. Il a pleuré pendant des heures, et dans ses pleurs, quelque chose a changé. Il s'est rendu compte qu'il était humain, vulnérable, vivant. Peu à peu, le monde lui a rendu ce geste intime. Un voisin lui a apporté de la soupe, sa fille l'appelait plus souvent, même le soleil semblait réchauffer différemment. Ce qui s'est passé à l'extérieur n'était que le reflet du mouvement qui s'était produit à l'intérieur. Ces histoires ne sont pas loin de nous. Combien d'entre nous, en franchissant la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, ne ressentons pas un poids différent dans la vie? C'est comme si, soudain, le temps cessait d'être une promesse infinie et devenait une ressource limitée, urgente. Le corps envoie des signaux, les pertes s'accumulent, les responsabilités ne cessent pas. C'est à ce moment-là que le principe de correspondance devient plus flagrant. Car si nous n'apprenons pas à regarder en nous-mêmes avec honnêteté, le monde extérieur devient de plus en plus hostile, répétant nos douleurs intérieures jusqu'à ce que nous acceptions enfin de les affronter. La sagesse hermétique dit que l'univers est comme une fractale. La même forme se répète à grande et à petite échelle, de l'immensité d'une galaxie au dessin d'un coquillage. Cela signifie que les guerres que nous voyons dans les gros titres
ne sont pas si éloignés des batailles silencieuses que nous menons dans notre esprit. Le chaos politique, la crise économique, les conflits entre nations, tous sont des reflets amplifiés de quelque chose qui habite également chacun de nous. La difficulté à concilier nos opposés, la résistance à écouter l'autre, le désir de contrôle. C'est difficile à admettre, mais si nous voulons un monde plus compatissant, nous devons d'abord cultiver la compassion envers nous-mêmes. Si nous voulons la paix, nous devons d'abord pacifier le territoire de notre propre esprit. Souvenez-vous d'un jour où vous étiez en paix avec vous-même. C'était peut-être quelque chose de simple, un matin où vous vous êtes réveillé sans hâte, où vous avez fait du café et où vous avez vu la lumière entrer par la fenêtre. Ce jour-là, vous avez probablement remarqué que même les personnes les plus difficiles semblaient moins agressives, que les problèmes semblaient moins importants, que la vie se déroulait plus doucement. C'est le principe de la correspondance en action. Ce n'est pas de la magie, c'est un miroir. Ce n'est pas de la superstition, c'est une loi de résonance. Tout comme la musique vibre dans différents instruments et crée une harmonie, nos émotions et nos pensées vibrent dans l'univers et trouvent des échos compatibles. Cependant, il y a un risque. Beaucoup d'entre nous essayons de changer uniquement le scénario extérieur, en oubliant qu'il s'agit d'un reflet. C'est comme essayer de corriger une image dans le miroir sans ajuster le visage qui se trouve devant lui. Combien de mariages se brisent parce que l'un essaie de changer l'autre sans regarder sa propre blessure? Combien d'emplois changeons-nous, croyant que le prochain sera meilleur, mais en portant avec nous la même inquiétude qui nous consume? Combien de fois blâmons-nous la vie, le pays, la famille, alors que la racine de la répétition se trouve en nous? Cette cécité est l'un des drames de la vie adulte. Nous passons des années à lutter contre les ombres à l'extérieur, sans nous rendre compte qu'elles sont projetées par une lumière mal orientée à l'intérieur. Georges Gurdjieff disait que l'homme vit comme une machine, réagissant sans conscience, répétant des schémas sans le savoir. Lorsque nous commençons à percevoir la correspondance entre l'intérieur et l'extérieur, quelque chose se brise dans cet automatisme. Nous ne pouvons plus blâmer uniquement les autres. Nous sommes appelés à assumer la responsabilité de la qualité de ce que nous cultivons dans notre cœur. C'est un appel exigeant, car il n'y a plus de place pour externaliser notre destin. Mais c'est aussi libérateur. Si le monde extérieur est un miroir, alors changer à l'intérieur n'est pas seulement possible, c'est le moyen le plus rapide de transformer l'ensemble du scénario. Vous vous demandez peut-être, mais comment puis-je changer à l'intérieur si ce que je ressens est si lourd? La première étape n'est pas d'inventer une nouvelle émotion, mais de reconnaître celle qui existe déjà. Reconnaître n'est pas se livrer au désespoir, c'est allumer la lumière dans une pièce sombre. Ensuite, il faut observer les schémas qui se répètent comme on observe une rivière, quand elle déborde, quand elle s'assèche, quand elle s'apaise. En prenant conscience de ces mouvements internes, vous commencez à trouver un espace de choix. Vous ne pouvez peut-être pas empêcher la rivière de déborder, mais vous pouvez apprendre à construire des berges plus solides. C'est de la connaissance de soi appliquée. C'est de la discipline, c'est de l'entraînement, mais c'est aussi de la bienveillance, de la tendresse envers soi-même. Le principe de correspondance nous met au défi d'abandonner l'illusion que nous sommes séparés de l'univers. L'étoile lointaine, le cycle des saisons, le rythme de l'océan, tout résonne en nous. De la même manière, nos ombres résonnent dans les ombres collectives, nos petites victoires résonnent dans les victoires de l'humanité. C'est pourquoi chaque geste d'honnêteté envers soi-même a une portée plus grande que vous ne l'imaginez. Chaque fois que vous choisissez de regarder en vous-même, d'assumer votre douleur et de la transformer, le miroir du monde s'ajuste également. Ce n'est pas une exagération, c'est une loi. Maintenant, permettez-vous de ressentir le poids de cette question qui brûle comme une braise. Si le monde qui vous entoure est le reflet de ce que vous portez en vous, qu'avez-vous exactement montré au miroir de l'univers? Rien dans l'univers n'est immobile. Même vous, assis là, en train de lire ces mots, vous n'êtes pas au repos. Votre cœur bat,
Votre sang coule dans des rivières invisibles, vos cellules échangent des signaux silencieux. Vos pensées vibrent à des fréquences que vous percevez à peine. C'est le principe de la vibration. Tout bouge, tout danse, tout émet une fréquence. Cela semble abstrait, mais c'est plus concret que vous ne l'imaginez. La chaise sur laquelle vous êtes assis, l'écran devant vous, les montagnes qui semblent immobiles, tout vibre. L'univers tout entier est une orchestre en mouvement, et chaque être humain est un instrument émettant une note unique, même si elle est souvent désaccordée par le poids des émotions qu'il porte. Pensez à la façon dont l'environnement peut vous changer sans que vous vous en rendiez compte. Lorsque vous entrez dans une pièce où tout le monde est tendu, votre corps se contracte, votre respiration se raccourcit, même vos pensées semblent se rétrécir. Mais lorsque vous entrez dans un espace de joie, de rires et d'accueil, quelque chose s'ouvre dans votre poitrine et votre énergie s'élève sans effort. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la vibration des autres qui influence la vôtre, et la vôtre qui influence la leur en retour. Gurdjieff disait que l'être humain est comme une corde de violon qui, si elle n'est pas accordée, vibre au gré de toute touche extérieure. Et c'est là que naît la question inévitable. Êtes-vous accordé à votre propre note ou ne faites-vous que résonner le chaos des autres? La physique moderne confirme ce que les anciens savaient déjà. Tout est énergie en mouvement. Les atomes qui composent votre main ne sont pas des blocs statiques, mais des particules vibrant autour d'un champ invisible. Et plus fascinant encore, des études montrent que les émotions modifient le rythme cardiaque, qui à son tour génère un champ électromagnétique si puissant qu'il peut être ressenti à plusieurs mètres de distance. Cela signifie que votre tristesse ne reste pas enfermée dans votre poitrine, elle se répand dans l'environnement. De la même manière, votre joie illumine des lieux entiers sans que vous ne prononciez un mot. Avez-vous déjà remarqué l'impact silencieux que vous exercez sur le monde? Combien de fois avez-vous remarqué que, lorsque vous entrez en contact avec une personne pessimiste, votre propre énergie baisse? Ou, au contraire, qu'il suffit d'entendre un mot d'encouragement sincère pour que toute votre journée prenne un autre sens? Les vibrations ne sont pas seulement personnelles, elles sont contagieuses. Et c'est là que nous devons nous poser la question suivante. Quel type de fréquence émettons-nous aujourd'hui? Sommes-nous conscients de la musique que nous jouons dans le grand concert de la vie? Écrivez dans les commentaires comment vous avez remarqué, dans des situations réelles, l'énergie d'une autre personne influençant la vôtre. Ces histoires montrent à quel point nous sommes connectés. Mais il y a un détail encore plus troublant. Nous ne vibrons pas toujours en accord avec ce que nous disons vouloir. Combien de personnes affirment vouloir la paix, mais alimentent des guerres internes sans fin? Combien déclarent rechercher l'amour, mais continuent à vibrer dans le ressentiment et la peur d'être blessés? Cette incohérence crée un bruit, un son dissonant qui empêche la vie de s'écouler comme elle le pourrait. Georges Gurdjieff appelait cela la contradiction intérieure. Une partie de nous demande le ciel, une autre insiste pour creuser le sol, et tant que nous ne parviendrons pas à aligner nos différentes parties, nous continuerons à vibrer sur des notes discordantes. Avez-vous déjà pris conscience des contradictions que vous vivez? Avez-vous déjà remarqué qu'une partie de vous veut aller de l'avant, mais qu'une autre s'accroche au passé comme à une ancre? Il ne s'agit pas de contrôler vos pensées comme un tyran, mais de cultiver votre conscience. Imaginez votre esprit comme un vieux poste de radio. Si vous ne tournez pas le bouton, il continue à grésiller sur des fréquences basses, mélangeant des voix incompréhensibles. Mais lorsque vous trouvez la bonne fréquence, la musique se révèle claire, nette, transformatrice. Votre vie est ce poste de radio. Combien de temps passez-vous dans le grésillement des inquiétudes, des jugements, de l'apitoiement sur soi-même? Et combien de temps investissez-vous pour syntoniser la gratitude, le courage, la foi? Il ne s'agit pas de positivité bon marché, mais de science et de pratique. La vibration de ce que vous nourrissez devient la fréquence prédominante de votre existence. Qu'avez-vous choisi d'écouter? Le plus puissant dans ce principe est de réaliser que nous pouvons changer notre vibration de manière consciente.
Il n'est pas nécessaire d'attendre que la vie s'améliore pour se sentir mieux. Un simple acte de respiration profonde peut modifier votre rythme cardiaque et réorganiser le champ énergétique qui vous entoure. Une prière sincère, même au milieu de la douleur, peut élever votre fréquence au point de changer la façon dont les situations se déroulent. C'est comme accorder un instrument. Vous n'avez pas besoin de changer de violon, il suffit d'ajuster les cordes. Et soudain, la musique change. À quand remonte la dernière fois où vous avez réussi à transformer une journée difficile en quelque chose de plus léger, simplement en changeant votre attitude ou votre façon de ressentir les choses? Partagez-le dans les commentaires, car ce témoignage pourrait être le déclencheur dont quelqu'un a besoin pour faire de même. Il existe bien sûr des forces qui font baisser notre vibration. Des environnements toxiques, des nouvelles incessantes sur les crises, des souvenirs douloureux qui reviennent sans cesse. Il serait naïf de l'ignorer. Mais même dans ces moments-là, nous avons le choix. Rester en résonance avec le chaos ou choisir d'élever notre note intérieure. Gurdjieff rappelait que la plupart des gens vivent comme des machines réagissant à l'extérieur. Mais il disait aussi qu'en nous souvenant de nous-mêmes, nous pouvons transformer cette machine en un instrument accordé à la conscience. Réagissez-vous ou choisissez-vous? C'est la question qui change les destins. Le principe de vibration nous révèle également quelque chose de fascinant sur les relations. Deux personnes à des fréquences différentes ont du mal à rester ensemble. C'est pourquoi certaines amitiés se dissolvent lorsque nous grandissons. Et c'est pourquoi certaines relations amoureuses, même intenses, perdent de leur éclat lorsque l'un des deux change de vibration. Ce n'est pas que quelqu'un soit devenu meilleur ou pire, mais que la musique ne correspond plus. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Un ami cher avec lequel vous ne pouvez plus discuter comme avant parce que votre vie a pris une autre direction? Ces expériences ne sont pas des échecs, ce sont simplement des changements de ton dans la grande symphonie de la vie. Et il y a un aspect encore plus profond. Lorsque nous parvenons à élever notre vibration à des états tels que la compassion, la gratitude et l'amour, non seulement nous transformons notre vie personnelle, mais nous nous connectons également à une fréquence collective plus élevée. C'est comme si nous participions à un courant invisible qui soutient l'humanité dans les moments difficiles. En 2025, alors que tant de personnes se sentent perdues, fatiguées et dépassées, être quelqu'un qui vibre en harmonie est presque un acte politique, une résistance silencieuse contre la vague de pessimisme. Avez-vous déjà pensé à l'impact que vous pourriez avoir si vous choisissiez consciemment d'être un point de lumière au milieu de la fatigue collective? En fin de compte, le principe de vibration nous appelle à une responsabilité simple et radicale. Prendre soin de la musique que nous jouons dans le monde. Il ne s'agit pas de nier les notes tristes, mais de les intégrer dans une mélodie plus grande. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, mais d'apprendre à s'accorder encore et encore. Car chaque choix, chaque respiration, chaque émotion est une note lancée à l'univers, et l'univers répond. Et ici, je laisse la question qui ne cesse de me tarauder. Si toute votre vie était une chanson, quelle mélodie aimeriez-vous que le monde entende de vous? Tout dans l'univers a deux pôles, deux faces d'une même médaille, comme si toute la vie était construite sur des contrastes qui semblent opposés, mais qui ne sont en réalité que des variations d'une même essence. Le principe de polarité nous rappelle qu'il n'y a pas de lumière sans obscurité, pas de chaleur sans froid, pas de joie sans tristesse. Ce que nous appelons des opposés ne sont que des points différents sur la même ligne. À première vue, cela peut sembler évident, mais lorsque nous approfondissons cette idée, elle a le pouvoir de changer radicalement notre façon de vivre. Prenons l'exemple du thermomètre. La différence entre le chaud et le froid n'est que l'intensité d'un même phénomène, la vibration des particules. Il n'y a pas de coupure nette, seulement une gradation. Il en va de même pour nos émotions, nos pensées, nos expériences. Pensez à l'amour et à la haine. Combien de fois un grand amour blessé s'est-il transformé en rancœur intense? Combien de fois le ressentiment le plus corrosif est-il né précisément de ce qui était autrefois de la tendresse?
Il n'est pas rare de voir des histoires de couples qui ont vécu ensemble pendant des décennies. Mais lorsque la relation s'effondre, la force du lien se transforme en colère ou en ressentiment. Cela nous montre que les extrêmes sont plus proches que nous ne voulons l'admettre. Il n'y a pas de mur qui sépare radicalement les pôles, il y a un pont invisible qui les relie, et celui qui le traverse est toujours la conscience. Avez-vous remarqué que la même énergie qui peut nous élever est celle qui, mal dirigée, peut nous détruire? En physique, cette logique se répète également. Le champ magnétique n'existe que parce qu'il y a des pôles positifs et négatifs, inséparables, qui se soutiennent mutuellement. Sans l'un, l'autre n'a plus de sens. De la même manière, dans notre vie intérieure, les douleurs et les joies ne sont pas ennemies, mais sœurs siamoises. Et voici la révélation dérangeante. Nous fuyons souvent le pôle négatif, comme s'il s'agissait d'une malédiction, sans nous rendre compte que c'est précisément de lui que nous pouvons tirer l'énergie nécessaire pour atteindre l'autre côté. Georges Gurdjieff disait que la vie nous confronte à des chocs inévitables, et que c'est dans ces chocs que se cache la possibilité de grandir. Il croyait que les extrêmes de l'existence, la douleur, l'échec, la perte, sont comme des leviers qui peuvent nous propulser vers des niveaux de conscience plus profonds, à condition de ne pas nous laisser endormir par la souffrance. L'histoire de l'humanité reflète également ce principe. Prenons l'exemple de Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison. Ce qui semblait être le summum de l'injustice et de l'oppression est devenu l'un des plus grands symboles de pardon et de réconciliation du XXe siècle. La prison n'était pas seulement une punition, elle est devenue un terrain fertile pour une force spirituelle que le monde entier a ressentie. Autre exemple, Beethoven, déjà sourd, a composé certaines des musiques les plus sublimes de l'histoire. L'absence de son, qui aurait pu n'être qu'une tragédie, est devenue une porte vers une écoute intérieure, qui a transcendé les limites du physique. Ces cas nous montrent que le pôle sombre peut porter en lui la graine du pôle lumineux, et que la conscience est la clé qui décide si l'expérience sera une prison ou une libération. Mais l'avez-vous déjà remarqué dans votre propre vie? Combien de fois un échec douloureux vous a-t-il ouvert des portes que vous n'auriez jamais envisagées? Peut-être qu'un licenciement qui semblait injuste vous a poussé vers le chemin dont vous aviez toujours rêvé, mais que vous n'aviez jamais eu le courage d'emprunter. Peut-être qu'une relation rompue a laissé des cicatrices, mais aussi l'espace pour que vous retrouviez votre propre voix, étouffée par des années de silence. Si vous regardez attentivement, vous verrez que chaque ombre renferme en elle une étincelle de lumière, attendant le moment d'être reconnue. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Partagez votre expérience, car d'autres personnes pourraient se reconnaître dans votre histoire et trouver du courage là où elles ne voient aujourd'hui que du désespoir. La psychologie de Carl Jung a introduit ce principe dans l'âme. Il disait que l'ombre, ce que nous réprimons, nions ou cachons, est une partie fondamentale de la totalité humaine. L'ignorer ne la fait pas disparaître, cela ne fait que la repousser dans l'inconscient où elle grandit et gouverne secrètement nos actions. La véritable plénitude exige d'intégrer l'ombre et non de la nier. Ici, la polarité se montre sous sa forme la plus intime. Nous ne pouvons être entiers que lorsque nous acceptons nos deux côtés clairs et sombres, aimants et agressifs, rationnels et instinctifs. Nier un pôle, c'est vivre à moitié. C'est être otage de ce que nous n'avons pas le courage de regarder en face. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de conflits dans le monde qui naissent de ce refus d'intégrer les contraires? Des religions qui s'attaquent parce qu'elles croient en des dieux différents, des partis politiques qui se dévorent comme s'ils étaient irréconciliables, des familles divisées par des héritages ou des opinions. Mais si nous y regardons de plus près, nous nous rendons compte que bon nombre de ces conflits sont des nuances d'un même besoin, celui d'appartenance, de protection, de reconnaissance. La haine est souvent un amour frustré et la violence est, par essence, une peur mal résolue. Que se passerait-il si nous parvenions à voir les pôles non pas comme des ennemis, mais comme des alliés dans une tension créative? Curieusement, les cultures anciennes avaient déjà intuitivement compris cette vérité.
Le symbole chinois du yin-yang montre comment la lumière porte un point d'ombre et l'ombre porte un point de lumière. Il n'y a pas de frontière rigide, mais un flux circulaire, éternel. Cette image si connue reste néanmoins profondément provocante pour notre ego, qui préfère penser en termes de vrai et faux, de bien et de mal, de tout ou rien. Mais la vie est plus ambiguë, plus paradoxale, plus complexe que nos catégories étroites. C'est peut-être pour cela que nous souffrons si souvent, parce que nous voulons que la réalité soit simple, alors qu'en réalité, elle est polaire et infinie dans ses nuances. Sur le plan personnel, apprendre à danser avec l'épaule est l'un des secrets de la maturité. Combien de fois déjà, à l'âge mûr, avons-nous découvert que ce que nous jugions insupportable à 20 ou 30 ans ne semble aujourd'hui qu'une phase nécessaire? Combien d'entre nous, en vieillissant, en sommes venus à apprécier précisément ce que nous rejetions auparavant? La jeunesse, par exemple, recherche l'intensité et la nouveauté. La maturité découvre la beauté du calme, de la répétition, de la routine qui nourrit. Ce sont des pôles, mais ils ne sont pas ennemis. Ce sont des chapitres complémentaires d'un même voyage. Si vous avez entre 35 et 65 ans, vous savez bien de quoi je parle. La vie nous apprend à intégrer les contrastes, même si c'est par la douleur. Et c'est là que se pose le défi le plus profond. Comment transformer un pôle en l'autre? Hermès Trismégiste parlait de transmutation mentale, l'art de convertir les états négatifs en positifs par un changement de perspective. La peur peut se transformer en courage lorsque nous reconnaissons son énergie et la redirigeons. La tristesse peut se transformer en compassion lorsque nous cessons de nous concentrer uniquement sur la blessure et que nous commençons à voir la douleur comme un lien qui nous relie aux autres. L'échec peut se transformer en apprentissage lorsque nous cessons de nous identifier uniquement à la chute et que nous commençons à y voir la préparation à quelque chose de plus grand. Ce n'est pas une tâche instantanée, mais un chemin qui se construit avec la pratique et la conscience. Peut-être êtes-vous actuellement dans une période difficile. Vous faites face à un deuil, à la maladie, à la solitude, à l'incertitude financière. Et vous vous demandez peut-être comment voir la graine de lumière au milieu de tant d'obscurité. La réponse n'est pas toute faite, mais elle commence par la décision de croire que cette graine existe. C'est comme regarder la terre sèche et pourtant avoir confiance qu'il y a une vie invisible qui attend la pluie. C'est au milieu de la nuit que l'aube commence à poindre. C'est dans l'épuisement que l'abandon peut ouvrir une nouvelle force. Combien de fois votre vie vous l'a-t-elle prouvé? Combien de fois avez-vous pensé que vous ne tiendriez pas le coup? Et pourtant vous êtes là, en train de lire ces lignes, de survivre, d'apprendre, d'avancer. La polarité n'est pas seulement une loi hermétique lointaine, elle est le tissu même de votre existence. Et peut-être que le grand secret est d'arrêter de résister aux extrêmes et d'apprendre à suivre leur flux en reconnaissant que chaque pôle apporte un appel. Le négatif demande de la conscience, le positif demande de la gratitude, et les deux demandent de l'équilibre. Alors, laissez cette question résonner en vous comme un écho profond. Quel pôle de votre vie traitez-vous encore comme des ennemis, alors qu'ils pourraient en réalité être vos plus grands maîtres? Tout comme le jour cède la place à la nuit et la lune obéit à ses cycles silencieux, nous sommes également guidés par des forces invisibles qui régissent le mouvement de la vie. Le principe du rythme nous rappelle que tout monte et descend, tout va et vient, rien ne reste statique. C'est difficile à accepter car en nous persiste l'illusion que nous pouvons retenir la marée, emprisonner le vent, empêcher le temps de passer. Mais il suffit de regarder en arrière pour s'en rendre compte. Il y a eu des phases d'abondance et des phases de pénurie, des moments de rire et des périodes de larmes, des étapes où la vie semblait exploser de possibilités et d'autres où tout se refermait dans un silence pesant. Et pourtant, vous avez survécu à chacun de ces cycles, comme un pendule qui revient et poursuit sa course. Le problème est que, en général, nous résistons au flux, et c'est cette résistance qui nous déchire de l'intérieur.
Accepter le rythme ne signifie pas être passif, mais reconnaître que le changement est inévitable et que lutter contre lui, c'est gaspiller une énergie qui pourrait être utilisée pour grandir. Georges Gurdjieff disait que l'homme vit endormi, prisonnier de mouvements automatiques, incapable de percevoir le flux qui le traverse. Et lorsque nous sommes dans cet état de sommeil intérieur, nous sommes entraînés par le pendule de la vie sans aucune conscience. Aujourd'hui, nous sommes enthousiastes, demain désespérés, puis en colère, puis soulagés, comme des marionnettes aux émotions que nous ne contrôlons pas. Mais lorsque nous commençons à nous souvenir de nous-mêmes, lorsque nous observons l'oscillation du pendule sans nous identifier totalement à lui, un nouvel espace apparaît, celui de la neutralisation. Il ne s'agit pas de nier les hauts et les bas, mais de rester centré, conscient, même si la marée monte ou descend. C'est la sagesse de ceux qui savent que la nuit n'est pas la fin du jour, mais la préparation d'un nouveau lever. Cette compréhension nous conduit au principe de cause à effet. Rien n'arrive par hasard. Chaque acte, chaque mot, chaque pensée lancée dans l'univers est une graine qui, tôt ou tard, germe. Lorsque nous regardons notre propre parcours, nous réalisons que bon nombre des fruits que nous récoltons aujourd'hui ont été plantés il y a des années, dans le cadre de petites décisions qui semblaient insignifiantes. Une amitié cultivée avec soin, une habitude de lecture entretenue en silence, un geste de générosité inattendu, tout revient. De la même manière, les négligences, les choix impulsifs, les omissions que nous portons avec honte reviennent également. L'univers ne punit ni ne récompense. Il rend simplement comme un champ fertile qui ne fait pas la distinction entre les bonnes et les mauvaises graines, mais répond simplement à ce que nous y déposons. Si vous observez attentivement, vous verrez que beaucoup de ce que vous appelez le destin est en fait le résultat de choix conscients ou inconscients, de causes oubliées qui continuent à opérer. Pensez aux cycles répétitifs de votre vie, les schémas relationnels, les difficultés financières, les crises existentielles qui reviennent comme des fantômes. S'agit-il vraiment de fatalité? Ou sont-ils les effets de causes qui restent en vous, alimentés jour après jour, souvent en silence? C'est inconfortable à admettre, car cela nous oblige à sortir du rôle de victime. Mais c'est précisément dans ce malaise que naît la liberté. Si chaque effet a une cause, nous pouvons créer de nouvelles causes. Et de nouvelles causes génèrent de nouveaux effets. Le cercle vicieux peut être transformé en cercle vertueux. Cette compréhension s'applique également au collectif. En 2025, nous vivons des crises mondiales qui semblent chaotiques. Tensions politiques, guerre de l'information, changement climatique qui nous rappellent notre vulnérabilité. Et pourtant, si nous regardons honnêtement, tout cela est le résultat de causes anciennes, exploitation effrénée, cupidité, indifférence envers la nature, aveuglement face à l'ombre humaine. Ce que nous voyons dans le monde est l'amplification des choix faits à maintes reprises par l'humanité. Mais il en va de même pour les solutions. De petites causes conscientes, multipliées par des milliers de personnes, peuvent générer des effets de transformation à l'échelle mondiale. L'univers est trop cohérent pour être une illusion. Il nous rend avec précision ce que nous y mettons. La question qui se pose est inévitable. Qu'avez-vous semé? Lorsque le silence de la nuit tombe, lorsque personne ne vous regarde, quelles sont les pensées que vous cultivez, les mots que vous vous répétez, les attitudes que vous renforcez? Car c'est cela que l'univers reflètera, tôt ou tard. Et peut-être que la plus grande preuve de la loi de cause à effet est la vie quotidienne. Combien de fois avez-vous déjà fait l'expérience de la gentillesse inattendue de quelqu'un et cela a complètement changé votre journée? Ou, au contraire, combien de fois un mot dur a-t-il ouvert une blessure qui a saigné pendant des semaines? Ce sont de petites graines qui fleurissent dans des proportions bien plus grandes que nous ne l'imaginons. Le principe du rythme et le principe de cause à effet, lorsqu'ils sont réunis, révèlent une vérité encore plus profonde. Il ne suffit pas de comprendre les cycles, il faut agir en leur sein avec conscience.
Il ne suffit pas de reconnaître que tout a son flux et son reflux. Il faut apprendre à semer pendant le flux, à se reposer pendant le reflux, à utiliser les moments de descente pour se préparer à la remontée. Ceux qui ne comprennent pas cela vivent à la merci des hauts et des bas. Ceux qui comprennent commencent à réaliser que même la descente a sa valeur, car c'est dans la vallée que les racines s'enfoncent. Et ceux qui sèment dans ces vallées récoltent plus abondamment lorsque le champ fleurit à nouveau. Il y a aussi quelque chose que nous devons affronter avec honnêteté. Souvent, nous n'aimons pas ce que nous récoltons, mais nous continuons à semer les mêmes graines. Nous nous plaignons de la solitude, mais nous cultivons la méfiance. Nous souhaitons la prospérité, mais nous semons la peur et la pénurie. Nous voulons l'amour, mais nous insistons pour nourrir le ressentiment. L'univers ne se contredit pas. Il nous rend ce qu'il trouve en nous. C'est peut-être le point le plus difficile à accepter, mais aussi le plus libérateur. S'il y a des effets que nous ne souhaitons pas, nous pouvons en changer les causes. Et si nous sommes fatigués de répéter des cycles, nous pouvons apprendre à briser les schémas et à créer de nouvelles histoires. Georges Gurdjieff disait que l'homme ne commence à vivre réellement que lorsqu'il devient responsable. Responsable non seulement de ses actions visibles, mais aussi de la qualité de sa présence, de ce qui vibre en silence, de ce qu'il transmet même sans parole. C'est cette responsabilité qui sépare l'être humain endormi, emporté par les vents, de celui qui commence à s'éveiller et à participer consciemment à la création de sa propre réalité. Et cette responsabilité n'est pas un fardeau, c'est un pouvoir. C'est le pouvoir d'interrompre l'automatique, de briser le cycle inconscient, de planter des graines différentes et ainsi de récolter des fruits que nous n'aurions jamais osé imaginer auparavant. Maintenant, après tout ce voyage à travers les lois qui révèlent les mouvements invisibles de la vie, il est inévitable d'en arriver à ce point. Il ne suffit pas de comprendre, il faut agir. Vous pouvez continuer à écouter ces mots comme des idées intéressantes, ou vous pouvez les transformer en pratiques vivantes, en choix quotidiens, en changements concrets. La vie ne se transforme pas seulement en théorie, mais dans l'exercice courageux de vivre autrement. Alors je vous demande, de manière directe et intime, quelles graines allez-vous choisir de semer à partir d'aujourd'hui? Dans le chapitre suivant, nous allons construire ensemble un plan clair, pratique et applicable, afin que toutes ces connaissances se transforment en actions concrètes. Car comprendre les lois n'est qu'un début, le véritable pouvoir réside dans leur application. Nous sommes arrivés au moment où toute réflexion doit se transformer en action. Il ne suffit pas de comprendre les principes, de s'émerveiller devant les idées ou de frissonner devant les vérités qui ont touché votre âme. La vie ne change pas lorsque nous nous contentons d'y réfléchir. La vie change lorsque nous faisons des pas concrets, même petits, vers une nouvelle conscience. C'est là que commence le plan pratique, un chemin simple mais profond pour appliquer les enseignements des lois hermétiques dans votre vie quotidienne, sans qu'ils ne deviennent que des souvenirs d'une vidéo qui vous a ému pendant quelques minutes. La première stratégie consiste à cultiver le souvenir de soi, comme le disait Georges Gurdjieff. Cela signifie développer l'habitude d'être présent, conscient de soi-même à l'instant précis où l'on vit. Vous pouvez commencer par un exercice quotidien. Arrêtez-vous pendant 5 minutes, fermez les yeux et observez simplement votre respiration, vos mains, le rythme de votre corps. Demandez-vous en silence, où suis-je? Qui est ici maintenant? Ce petit geste est comme allumer une bougie dans une pièce sombre. Avec le temps, cette présence s'étend à la vie quotidienne. Lorsque vous discutez avec quelqu'un, lorsque vous travaillez, lorsque vous mangez, lorsque vous marchez. Le simple fait de se souvenir de soi-même interrompt les automatismes qui régissent notre vie et ouvre la voie à des choix plus conscients. La deuxième étape consiste à observer vos pensées comme des graines. Imaginez que chaque idée que vous cultivez est une graine semée dans un sol fertile. Pendant une semaine, tenez un journal simple et notez les pensées qui reviennent le plus souvent. Sont-elles liées à la peur ou au courage, à la pénurie ou à l'abondance, au ressentiment ou à la gratitude? En reconnaissant les schémas,
vous commencez à comprendre quels fruits vous avez récoltés dans votre vie. Ensuite, choisissez consciemment de remplacer une croyance limitante par une affirmation libératrice. Par exemple, au lieu de répéter « je n'y arrive jamais », dites « j'apprends à construire ». Le cerveau résiste au début, mais la répétition ouvre de nouvelles voies, comme des sentiers qui se renforcent dans la forêt chaque fois que quelqu'un les emprunte. La troisième pratique consiste à harmoniser l'intérieur et l'extérieur. Rappelez-vous le principe de correspondance. Ce qui est en vous se reflète dans le monde. Une façon de mettre cela en pratique est de créer des rituels quotidiens d'alignement. Le matin, avant de prendre votre téléphone portable, asseyez-vous quelques minutes et écrivez 3 intentions claires pour votre journée. Il n'est pas nécessaire que ce soit de grandes réalisations. Elles peuvent être simples, comme « je vais écouter attentivement »,« je vais respirer avant de réagir », je vais remercier avant de m'endormir. À la fin de la journée, revenez à ces intentions et voyez comment elles ont résonné dans votre monde. Vous remarquerez que de petits gestes intérieurs génèrent des ondes qui se propagent autour de vous, transformant la qualité de vos relations et de votre environnement. La 4e étape consiste à prendre soin de votre vibration. Tout en vous est énergie, et cette énergie a besoin d'être entretenue. Demandez-vous chaque jour, qu'est-ce qui élève ma fréquence et qu'est-ce qui m'épuise? Peut-être s'agit-il d'écouter une musique apaisante, de marcher dans la nature, d'avoir une conversation sincère avec un être cher ou simplement de s'accorder quelques minutes de silence. Dans le même temps, identifiez les environnements, les contenus et les personnes qui vous pompent votre énergie et choisissez consciemment la part de votre présence que vous allez leur offrir. Il ne s'agit pas de fuir la vie, mais de prendre la responsabilité de la musique que vous émettez vous-même. N'oubliez pas, l'univers ne répond pas à ce que vous dites, mais à ce que vous vibrez. La 5e étape consiste à apprendre à transmuter les pôles. Lorsque vous ressentez de la colère, demandez-vous de quel amour non partagé cette émotion est-elle née. Lorsque vous ressentez de la peur, demandez-vous quel courage se cache derrière cette sensation. Ce changement de perspective fait partie de la transmutation mentale. Passer d'un extrême à l'autre en reconnaissant que les deux appartiennent au même spectre. Vous pouvez utiliser des outils pratiques, comme écrire des lettres qui ne seront jamais envoyées pour exprimer ce que vous ressentez, ou transformer une impulsion négative en action constructive, comme canaliser votre colère dans l'exercice physique ou le travail créatif. Cette prise de conscience transforme l'ombre en carburant et la faiblesse en force. La 6e pratique consiste à accepter le rythme de la vie. Au lieu de résister aux marées, apprenez à les naviguer. Dans les moments difficiles, prenez soin de vous avec patience. Couchez-vous plus tôt, accordez-vous du silence, cherchez à tirer des leçons des difficultés. Dans les moments heureux, profitez-en pour créer, vous développer, prendre des risques. Un exercice puissant consiste à noter vos cycles sur plusieurs semaines, vos variations d'énergie, d'humeur, d'inspiration et à en percevoir le schéma. Lorsque vous connaîtrez vos propres rythmes, vous pourrez agir en harmonie avec eux au lieu de vous perdre dans la frustration de lutter contre quelque chose d'inévitable. La 7e étape consiste à assumer votre part dans la loi de cause à effet. Observez les répétitions dans votre vie. Où trébuchez-vous toujours? Quels résultats semblent se répéter comme un écho? Notez ces schémas et demandez-vous, quelle cause est-ce que je continue à alimenter? Vous vous rendrez peut-être compte que vos difficultés financières ne viennent pas seulement de l'extérieur, mais aussi de croyances de pénurie qui guident vos choix. Vous découvrirez peut-être que vos relations tumultueuses reflètent un manque d'amour propre qui vous empêche d'imposer des limites. À partir de là, définissez de nouvelles causes. Créez des intentions claires, adoptez de petites habitudes cohérentes, semez des graines différentes. N'attendez pas de résultats immédiats, faites confiance au processus de germination. Enfin, la 8e étape, équilibrez les énergies masculines et féminines en vous. Identifiez si vous avez agi avec un excès d'action et de logique, en oubliant la réceptivité et l'intuition, ou si, au contraire,
Vous vous êtes perdu dans la passivité et avez besoin de cultiver la discipline et la direction. Une pratique simple consiste à alterner les moments de création active et les moments de contemplation. Travaillez sur vos projets, mais réservez également du temps pour écouter de la musique, sentir le vent, prier, méditer. La vie s'épanouit lorsque l'action et l'accueil vont de pair. Cet équilibre interne se reflètera naturellement dans vos relations, apportant plus d'harmonie et de sens. Ce plan n'est pas une liste de tâches à accomplir mécaniquement, mais une invitation à vivre de manière consciente. Vous pouvez choisir une étape à la fois, l'adapter à votre réalité, recommencer chaque fois que vous échouez. L'important est de se rappeler que chaque choix est une graine, chaque émotion est une fréquence, chaque action est une vague qui résonne, et surtout que la transformation ne se produit pas à l'extérieur de vous, mais au plus profond de votre être, se reflétant ensuite dans tout ce que vous touchez. Si ces mots ont touché votre cœur, je vous invite maintenant à poursuivre ce voyage avec moi. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez dans les commentaires comment ces principes ont résonné dans votre vie. Votre expérience peut être l'inspiration dont quelqu'un d'autre a besoin pour faire le premier pas. Après tout, nous sommes tous connectés et quand un s'éveille, beaucoup s'éveillent.